Merci beaucoup d'être avec nous sur LCI. On ne plaisante pas avec l'info. Vous êtes toujours en direct. Il est à 10h24. On parle à présent de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine veut continuer la guerre. L'opération spéciale se poursuit. C'est ce que dit Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. On va voir précisément ce qu'il dit avant d'en parler dans un instant avec nos invités. Voici donc cette déclaration. L'opération militaire spéciale continue d'exister dans un contexte où les moyens diplomatiques sont devenus impossibles, où toutes les propositions de dialogue ont été rejetées tant par l'Ukraine que par les Occidentaux. Avec moi pour en parler, Gwendoline Debono, grand reporter LCI qui est toujours là. Père de Jong, bonjour. Bonjour. Ancien colonel des troupes de marine, spécialiste géopolitique, et Stéphane Manigold, président du groupe de restauration Éclore. On parlera notamment du volet économique parce que tout cela a évidemment de nombreuses conséquences. Poutine continue sa guerre. Père de Jong, rien ne l'arrête. On le voit avec les déclarations de Dmitri Peskov. Il est déterminé. C'est dans un conflit, il faut savoir quel est l'effet final recherché. En fait, on ne l'a jamais su avec Poutine. Depuis le début de la guerre, il y a une espèce de nuage un peu bizarre. On ne sait pas ce qu'il veut exactement. Là, on peut penser que il voulait conquérir l'ensemble de l'Ukraine, il voulait prendre Kiev ou pas, etc. En fait, on n'a jamais réellement su. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Poutine rejette systématiquement toutes les offres qui ont été faites par Trump. Trump a fait tout ce qu'il pouvait. Enfin, depuis qu'il est arrivé au mois de janvier, des propositions sur la table, etc. Donc c'est le refus général parce que... D'ailleurs, il s'impatiente, on en parlera dans quelques instants. Oui, c'est lassant et humiliant. En même temps, je pense que Trump a des motifs de satisfaction avec les droits de douane. Donc en fait, on peut compenser son égo et compenser par autre chose. Mais sur l'Ukraine, c'est un vrai sujet, c'est qu'on ne sait pas, encore une fois, quels sont les objectifs de l'Ukraine, de la Russie. Le premier point. Le deuxième point, quels sont les moyens qu'ils peuvent mettre en place. Aujourd'hui, ils sont quasiment illimités, donc il ne s'arrêtera pas. Donc bien évidemment, il y a une espèce de logique, je dirais, lourde, qui fait que tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs, et qu'on ne connaît pas le où je vous parle, ça peut être le Dniepr, ça peut être Kiev, ça peut être la frontière avec la Pologne, ça peut être les Pays-Bas, j'en sais strictement rien, personne n'en sait rien. Encore une fois, même les grands planificateurs que je connais, etc., ils planifient des choses bizarres, mais n'empêche qu'on n'en sait rien. Il y a une forme d'incertitude totale. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant. Dans tous les cas, tant qu'il fait la guerre et tant qu'il refuse les propositions que les Américains lui proposent, lui font, et bien évidemment, on peut considérer que la guerre va continuer. Gwendoline, on voit que Poutine, il n'est pas prêt à arrêter cette guerre. Non, parce que je crois quand même qu'il y a un objectif qu'on connaît de la part de Vladimir Poutine, c'est que l'Ukraine ne soit pas souveraine, que ce ne soit pas un État qui prenne ses propres décisions, qui choisisse ses propres alliances. Donc c'est une Ukraine qui serait aux ordres de la Russie, en tout cas très proche de la Russie, comme elle l'était à l'époque du président Yanukovych. Donc ça, c'est quand même un effet majeur de l'armée russe et du président Vladimir Poutine qu'il recherche en Ukraine, qui n'est pas atteint très clairement. Et on voit très bien, on l'a vu depuis des mois et des mois, qu'il n'est pas prêt non plus à rentrer dans une négociation, à faire des compromis sur cet objectif qui est une Ukraine non souveraine. Les Ukrainiens, quand vous discutez avec des officiers ukrainiens en off sur les négociations, on se rend compte que, par exemple, c'était possible pour les Ukrainiens de discuter eh bien, du fait de céder une partie de leur territoire sur 4 régions. C'était quelque chose qui était envisagé, qui était discuté, et ça, Vladimir Poutine le comprenait très bien. Lui, ce qu'il demande depuis le départ, c'est une capitulation. Quand Peskov dit les offres de dialogue ont été rejetées, ce qui a été rejeté en réalité, c'est la capitulation de l'Ukraine. À chaque fois, c'est vrai. Et tous les compromis qui sont énormes du point de vue ukrainien, donner de son territoire, et c'était envisagé par les Ukrainiens, c'est un compromis très fort. Ce n'est pas assez pour Vladimir Poutine, parce qu'encore une fois, ce qu'il demande, ce qu'il veut obtenir, c'est la capitulation pure et simple de l'Ukraine. Il y a un paramètre très important également, c'est la résistance de l'Ukraine. Le fait que l'Ukraine résiste, on voit qu'à Saint-Pétersbourg, il y a une grande manifestation militaire qui a été annulée. Parce que il y a navale. Oui, la revue navale qui était planifiée. Pour des raisons de sécurité. Oui, parce qu'en fait, il y a des centaines de drones ukrainiens qui se baladent au-dessus de la Russie. Donc aujourd'hui, on voit bien que les Russes, malgré cette puissance générale, cette montée en puissance vraiment globale qui est vraiment incroyable en termes d'armement, comment dire, d'armée, d'accords, les Coréens, etc., etc. Le problème, encore une fois, c'est que, enfin, pour les Russes, c'est que les Ukrainiens résistent. Et cette résistance fait que, comment dire ça, de façon systémique, en fait, ça provoque un non-arrêt de la guerre. Et donc aujourd'hui, tant que les Ukrainiens résistent, d'une façon ou d'une autre militairement sur le terrain, bien évidemment, les Russes vont continuer. Donc il y a une
espèce de choc frontal entre deux volontés. Et c'est vrai que Zelensky, aujourd'hui, tient bien la corde, malgré les pertes, malgré les difficultés, et malgré, encore une fois, la faiblesse relative des Ukrainiens par rapport à celle des Russes. Vous parliez de la grande parade qui a été annulée, on va y revenir juste dans un instant. D'abord, regardez ce que dit également Peskov. Les objectifs de l'opération militaire spéciale doivent être atteints avant que les principes des relations futures avec l'Ukraine puissent être déterminés. Quels sont, Père de Jong, les objectifs aujourd'hui encore de l'opération militaire spéciale? Alors, on n'a jamais très bien su, mais je rejoins ma voisine qui vient du point de vue politique. On voit bien, effectivement, ils veulent que Zelensky s'en aille et va avoir une Ukraine, encore une fois, peut-être pas asservie, en tout cas sous contrôle de Moscou. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est qu'on voit qu'en fait, Poutine règle ses comptes, espèce d'accumulation de rancœur et de frustration qu'il a depuis son arrivée au pouvoir en 2000, avec une espèce de présence américaine qui s'affirmait en Géorgie, en Ukraine et dans toute l'Europe de l'Est. Donc une espèce de montée en puissance de l'OTAN. Et ça, c'est une ligne pour Poutine qui est infranchissable. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, son objectif, en tout cas à Poutine, c'est que les Ukrainiens ne rentre pas dans l'OTAN. Le troisième point, qui est très important, c'est la question territoriale. Il est en train de se créer une espèce de, de ligne de démarcation ou de ligne tampon ou de zone tampon, on peut l'appeler comme on veut, qui sera suffisamment large. Et donc, il va recréer les conditions de la guerre en 2014, qui était une espèce de front chaud qui peut durer très longtemps. Les Ukrainiens peuvent résister pendant des années, ce genre de front chaud, et les Russes aussi. Donc, on peut avoir en Europe, au cœur de l'Europe, pendant des années et des années, une espèce de front chaud. Ils vont se battre avec une artillerie longue portée qui sont les drones, l'artillerie, des centaines de morts, peut-être un peu moins parce que ça peut se calmer bien évidemment, parce que l'économie de l'Ukraine va probablement se réanimer grâce aux Européens. Donc tout ça fait qu'on peut avoir un modèle qui, à mon avis, peut satisfaire les Russes, une espèce de modèle dans lequel il y a un front chaud qui va nous occuper, nous, Européens, et nous, Otaniens, et peut-être les Américains. Et ça, c'est le problème des Américains, c'est qu'eux, ils ont d'autres chats à fouetter en Asie, et donc ils ont d'autres préoccupations, et donc on risque, nous, Européens, malheureusement, d'être en charge du service après-vente. Il ne faut pas oublier aussi que les Russes ont ont mis dans leur constitution 4 régions et qu'ils estiment bien que tant que ces 4 régions ne seront pas reconnues par les Ukrainiens comme russes, bien de toute façon ce ne sera pas fini. Donc ils veulent la ville de Kherson, ils veulent Zaporijjia, ils veulent l'ensemble du Donbass. Donc ça c'est très clair, c'est dit. Et puis il ne faut pas oublier aussi que Vladimir Poutine a mis son pays depuis des années en ordre de marche pour cette guerre et aujourd'hui c'est quasiment une des raisons de l'existence de Vladimir Poutine, de son gouvernement, de l'armée russe, c'est d'être en guerre. Tout tourne autour de la guerre, il a fait une économie de guerre, il y a plein de choses qu'il ne saurait pas gérer, ou en tout cas où les Russes s'interrogent sur comment les gérer après la guerre, c'est-à-dire le retour de milliers et de milliers de vétérans, comment réintégrer ces gens à la société russe. Il y a tout un ensemble de questions économiques et sociétales dont Vladimir Poutine ne veut pas entendre parler. Le but pour l'instant c'est de continuer la guerre, et puis ce qu'il faut dire aussi c'est que l'armée russe, pour l'instant, elle est toujours l'armée qui est à l'initiative. Les Ukrainiens, quand vous allez sur la ligne de front aujourd'hui, ils sont en défense. Ils essayent de repousser les Russes qui grignotent. Pour l'instant, il n'y a pas d'effondrement du front ukrainien. Mais la dynamique, elle est en faveur aujourd'hui de la Russie. Et donc Vladimir Poutine, il ne voit pas pourquoi il irait s'embarrasser d'un après-guerre qui est bien difficile aujourd'hui de son point de vue à gérer, alors que son armée avance, alors qu'économiquement, c'est très difficile. Mais il a encore des capacités industrielles, partenariales avec la Corée du Nord, avec l'Iran, pour continuer cette guerre encore plusieurs années. Nous parlions il y a quelques instants donc de cette grande parade navale qui a été annulée. Elle devait se tenir à Saint-Pétersbourg. Regardez une image. Elle a été annulée pour raison de sécurité, sans doute à cause de la menace des drones ukrainiens, ce que nous disait Père de Jong. Image regardez de Vladimir Poutine, qui est à Saint-Pétersbourg. C'était donc hier pour cette démonstration de force qui a été souhaitée par Vladimir Poutine. Il s'est exprimé, le chef du Kremlin, sur sa volonté de préserver la sécurité de la Russie. Notre mission principale consiste à garantir et à préserver la sécurité de la Russie, à défendre de manière fiable la souveraineté et les intérêts nationaux de la mère patrie. La marine joue un rôle considérable à cet égard. La marine joue un rôle considérable. Il y a également cette tempête de juillet, Père de Jong,
ces exercices en mer qui ont été menés avec notamment de très nombreux navires, 150 navires, 15 000 soldats, 120 avions déployés également. On en parle et d'abord on regarde cette séquence qui illustre un petit peu cet exercice tempête de juillet. On la voit à l'écran et en même temps on peut en parler. Concrètement, quel est l'objectif de ces exercices? Il y a bien évidemment opération de communication, montrer les muscles, toujours de la part de Vladimir Poutine. Il faut savoir que la fête de la flotte, c'est Poutine qui a inventé cette cérémonie. Ça fait une revue navale, donc il y a des centaines de bateaux qui vont circuler. Et en général, cette revue navale, elle se fait à l'issue d'un exercice. On fait un grand exercice, on communique sur l'exercice, on montre ce qu'on sait faire, et après les bateaux reviennent au port, et donc il y a une espèce de défilé naval. Ça s'appelle comme ça s'appelle une revue navale. Donc ce que je veux dire, c'est que Poutine, c'est humiliant à différents titres, cette annulation. D'abord, son idée à lui de faire cette revue navale tous les ans, même période. 2, Saint-Pétersbourg, c'est sa ville. Donc il va tous les ans à Saint-Pétersbourg, et il faut savoir que l'ensemble des flottes russes font cette cérémonie au même moment. Vladivostok, en mer Noire, un peu partout, en Méditerranée, partout il y a des bateaux russes, il y a une fête autour de la flotte russe. Donc humiliation qui est liée à Saint-Pétersbourg. Le troisième point qui est très embêtant, c'est quand même assez sidérant pour un pays qui est archi-dominant d'être obligé d'annuler cette revue navale. C'est complètement sidérant. Ça veut dire que très concrètement, bien évidemment, comme vous le dites, sur le terrain terrestre, les Ukrainiens, c'est compliqué pour eux parce qu'il y a un rapport de force qui est défavorable, mais on voit que dans tout ce qui est maritime, tout ce qui est guerre à longue portée, à longue distance, les Ukrainiens sont bons. Donc en fait, ils arrivent à arrêter ça. Et en termes d'image, en termes de communication, pour Poutine, c'est une humiliation d'être obligé d'annoncer. Et puis il l'annonce pour des questions de sécurité. Ça veut dire quoi? Pour qu'il annule, c'est que la menace était vraiment très sérieuse. Ah oui, bien évidemment. Et on sait que hier, il y a eu des attaques de drones extrêmement massives. Alors ils arrivent à en détruire un certain nombre. Donc encore une fois, on peut considérer que dans cette guerre des drones, il y a presque un équilibre entre la Russie et l'Ukraine. Gwendoline. Oui, et puis il ne faut pas oublier que les Ukrainiens sont montés en gamme, si je puis dire, sur les opérations qu'ils sont capables de mener en Russie. Il faut se rappeler, et je pense que Vladimir Poutine s'en souvient très bien, de l'opération Toile d'araignée en juin dernier, où les Ukrainiens ont quand même été capables, dans une planification qui a été très longue, d'importer des petits drones kamikazes en Russie, très 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 loin derrière le front, de les mettre à proximité des aéroports où se trouvait l'aviation stratégique russe, et d'avoir les opérateurs et les drones qui ont détruit une partie de l'aviation, donc des bombardiers russes. Ça, c'est une opération qui a marqué en Ukraine, mais qui a évidemment marqué en Russie. Et donc, les Russes sont aussi conscients que les Ukrainiens, avec des moyens financiers, en tout cas assez faibles finalement, mais sont capables de planifier des opérations très loin derrière les lignes russes, à Saint-Pétersbourg, loin sur le territoire russe, même à Moscou. Et donc, il y a une prise en compte de ces capacités ukrainiennes qui fait que non, on prend en compte la menace, et s'il faut annuler, on annule. Ce qu'ont fait par ailleurs les Russes pour les commémorations de la Grande Guerre en mai. Ils ont annulé un certain nombre de parades également. C'est effectivement intéressant ce que vous dites, Gwendoline, sur le sentiment de Vladimir Poutine. La sécurité de la Russie avant tout. Il craint de pouvoir être attaqué sur son sol, aussi peut-être de manière plus générale par l'OTAN. Il peut envisager ça ou pas? C'est un vieux discours récurrent, mais je pense qu'il n'y pense pas du tout. Non. Il connaît très bien l'état des forces aujourd'hui. C'est plutôt l'OTAN qui considère qu'aujourd'hui, les Russes pourraient éventuellement attaquer un des pays de l'OTAN, concrètement les pays baltes. Ça, c'est une hypothèse sur laquelle on travaille. Aujourd'hui, si vous voulez, mon appréciation comme ça à l'instant, le 28 juillet matin, je pense qu'ils en sont strictement incapables. Il y a Donald Tusk qui disait hier, le Premier ministre polonais, qui disait qu'il pouvait y avoir une attaque russe vers l'OTAN en 2027. Mais tous les pays, même 2030 en fait. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un discours récurrent au sein des pays de l'OTAN et au sein de l'Europe. Pourquoi? Parce que dès lors que Trump vous a obligé à monter vos budgets de la défense à 5%, il faut justifier par rapport aux opinions publiques à quoi ça sert. C'est pour vous dire qu'il y a un ennemi qui n'existe pas, on ne va pas le faire. Les opinions publiques ne vont pas suivre. Donc là, pour que ça fonctionne, il faut vous créer un ennemi de taille suffisante et suffisamment menaçant pour qu'on y croie. Donc évidemment, encore une fois, l'ennemi russe, c'est l'ennemi idéal. Je veux dire qu'il est violent, il est agressif, et il a démontré qu'il était capable de faire la guerre, de perdre, je ne sais plus combien, on parle d'1 million de morts et blessés. Donc c'est colossal. Donc il est capable de faire ça. Ce qui veut dire que c'est un peu le grand Satan, c'est un peu le grand méchant loup. Donc c'est vrai qu'il est crédible dans sa vocation, je dirais, agressive. Et nous, le message, c'est forêt claire. Maintenant, je ne pense pas que lui, une seule seconde, qu'il pense que l'OTAN va l'agresser. Sauf un point,
c'est dans le domaine maritime, parce qu'on est dans ce domaine-là, c'est que les Ukrainiens ont démontré une rare efficacité dans le domaine des drones marines, etc. On parle même de drones sous-marins maintenant, donc capables de faire des milliers de kilomètres sous l'eau et puis de débouler dans un port comme Saint-Pétersbourg. Pourquoi pas en mer Baltique? La mer Baltique aujourd'hui est une mer otanienne. Tout ça, c'est des problèmes pour Poutine. Ouais. C'est pas des problèmes qu'il a anticipés en 2022 lorsqu'il est rentré en Ukraine. Ouais. Merci beaucoup. On va continuer à parler de la guerre en Ukraine dans un instant et on parlera notamment de Donald Trump qui perd patience à l'égard de Vladimir Poutine. C'est en tout cas ce que dit Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. On va décrypter, analyser tout cela dans un instant en plateau avec nos invités.